Quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Les imperfections reflétées sont ces parties de ton corps que tu détestes encore, celles qui te font soupirer de lassitude. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé dans le miroir pour t'aimer? T'es-tu déjà tenu devant ce miroir pour te contempler, pour enlacer et réconforter l'enfant en toi? À travers l'épisode du podcast « Pourquoi donc?», Elias souhaite t'apporter un souffle de confiance en toi, car chacun de nous est une création unique, avec des complexes étincelants. Et maintenant, commençons cet épisode de podcast. Musique. Allons-y. Que vivent les enfants qui n'ont pas un physique agréable? Une petite fille porte une large tache de naissance sur le visage, qui s'étend autour de l'œil et descend jusqu'à la joue. Elle l'a toujours considérée comme une souillure, une souffrance, une malédiction qu'elle devait endurer toute sa vie. On aurait dit que toutes les choses les plus laides s'étaient abattues sur elle. Une paupière unique, la tache qui s'étendait jusqu'au blanc de l'œil lui donnait l'air d'un monstre difforme. Des yeux de 2 couleurs, une bouche proéminente, une peau sombre. Les camarades de classe ne jouaient pas avec elle. Ils l'appelaient la sorcière. Les garçons la voyaient comme un monstre venu d'une autre planète, et les filles la regardaient avec pitié. On pourrait croire que ce n'était que de petites brimades, jusqu'au jour où des élèves plus âgés ont commencé à lui déchirer ses devoirs, à lui plonger la tête dans un lavabo ou à l'obliger à s'agenouiller pour demander pardon simplement parce que « c'est ta faute, t'es trop moche, ça me pique les yeux ». Peu importe combien elle pleurait ou combien elle se taisait, elle devait supporter ces tortures. Cette discrimination devenait encore plus cruelle quand le professeur lui-même lançait à la légère « Quel joli prénom !» et pourtant. Pire encore, il menaçait de punir les élèves dissipés en les plaçant à côté d'elle pour qu'ils se taisent. Ce camarade-là aussi était victime de moqueries à cause de son apparence. Ce qui frappe en premier lorsqu'on voit son visage, c'est ce nez à la fois épaté, aplati, rouge et rugueux comme la peau d'une orange amère. Ses pupilles semblent légèrement saillantes, prêtes à tomber à tout moment. Ses lèvres épaisses sont retroussées, semblables à la bouche d'un poisson-chat. En regardant l'ensemble de cette personne, on a l'impression que quelque chose affleure, qu'une chose est sur le point de jaillir, sans qu'on sache quand cela va éclater. La première fois qu'il a pris conscience de sa laideur, c'était à l'école primaire. Quand la maîtresse a placé sa table à côté de celle d'un garçon très beau, elle a, par erreur, appelé son nom à la place de celui de l'autre. Toute la classe a éclaté de rire avec mépris. Il a clairement entendu un élève méchant dire « Comment peut-on confondre un ange avec une tête de cochon ?» Il a serré les poings et froissé son cahier. Il haïssait les filles qui s'étaient moquées de lui. Il haïssait celui qui avait dit cette phrase cruelle. Il haïssait la maîtresse. Il haïssait ce garçon au visage agréable. Une rage brûlante, pleine d'amertume et d'impuissance. Il se détestait lui-même. Il a brisé tous les miroirs de la maison. Il a hurlé au visage de ses parents. « C'est votre faute. Pourquoi m'avoir mis au monde? Pourquoi suis-je aussi laid et misérable ?» Oui, ses parents sont restés silencieux, ne sachant quoi faire d'autre. Dans cette maison délabrée, où il fallait se débrouiller chaque jour pour avoir 3 repas, ses parents avaient passé leur vie à s'écraser, à vivre dans la honte. En dehors du silence, ces 2 êtres-là ne savaient pas comment offrir à leur enfant quelque chose qu'eux-mêmes n'avaient jamais eu. Comment les enfants au physique ingrat grandissent-ils? Quelques personnes ont dit à la petite fille « Fais encore un petit effort ». Il suffisait qu'elle devienne excellente à l'école et plus personne ne l'intimiderait, on la respecterait davantage. Si elle n'avait pas la beauté, alors il lui fallait l'intelligence. Elle s'est donc plongée dans les études, de manière acharnée. Certaines nuits, elle étudiait en pleurant, sans oser s'arrêter, de peur d'être de nouveau harcelée. Pour elle, apprendre, c'était comme une grande opération chirurgicale. Elle laissait les harceleurs copier sur elle. Ils ont compris qu'elle pouvait leur être utile, alors ils l'ont épargnée et ne l'ont plus embêtée. Oui, c'est vrai qu'il n'était plus un cauchemar pour elle, mais cette laideur, elle, était toujours là. Les gens continuaient à éviter la sorcière. Mon Dieu!
Quand on est laid, il n'y a pas de remède miracle. Même en se soignant, on ne fait qu'atténuer un peu cette laideur. Et les autres continuent à montrer du doigt en disant « Cette fille-là, elle était moche comme un fantôme, maintenant ça va un peu mieux ». Elle n'osait approcher personne, ni même aimer quelqu'un. Elle doutait toujours des compliments polis de ces gens-là. Une fois qu'on vous a traité de laide, on n'ose plus jamais croire qu'on puisse plaire. Elle percevait l'hypocrisie dans chaque parole de ceux qui l'entouraient. Elle se rongeait l'esprit en se demandant pourquoi, malgré tous ses efforts pour devenir meilleure, elle n'arrivait pas à changer le regard méprisant et les critiques qu'on lui adressait. La vie n'est pas comme dans les films. Ceux qui t'ont harcelé n'admireront jamais ta réussite. En réalité, c'est même l'inverse. Plus tu réussis, plus ils te détestent. Ils refusent d'admettre que tu sois compétent. Pour eux, ton succès n'est qu'une question de chance, de relation, une faveur du ciel pour compenser ta laideur. Après s'être emporté contre ses parents, ce garçon a décidé de ne plus aller à l'école. Il est monté en ville pour chercher du travail. La vie n'est pas facile pour ceux qui n'ont pas d'apparence avantageuse. Après bien des galères, il a trouvé un emploi de manutentionnaire. Ses collègues étaient aussi des ouvriers épuisés, des hommes qui passaient leur vie à gagner de quoi remplir leur assiette et nourrir plusieurs bouches à la maison. Lui et eux, ce n'étaient que des êtres qui tentaient de survivre. Il ne s'intéressait ni à son physique, ni aux traits disgracieux de son visage. En quittant ses parents pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, il a croisé d'autres existences qui ne savaient que courber l'échine. Il n'avait jamais connu ce que cela faisait de marcher la tête haute. Ses épaules restaient voûtées, la tête rentrée, le visage sali par la poussière des sacs. Il se sentait comme une ordure, comme de l'herbe foulée. Il avait soif de ce qu'on appelle l'amour. Mais peut-être qu'en ce temps-là, l'amour n'était pas destiné aux gens laids. Il riait de son propre sort. Peut-être qu'aujourd'hui, même une Tino ne voudrait pas de lui. Son destin était encore plus misérable que celui de Chifieu. Peut-être était-il né à la mauvaise époque, dans la mauvaise famille, au mauvais endroit. Oui, c'est ça. Il vivait dans une société où l'apparence comptait plus que tout. L'apparence, est-ce important? Oui, très important. Ceux qui n'ont pas un physique agréable entendent souvent ces phrases de consolation. Mieux vaut le bois que la peinture, ou encore ces leçons de morale. Le talent finit toujours par briller. Comme on dit, le parfum naturel n'a pas besoin d'encens. Ou bien, allez, ce n'est pas grave. Au moins, tu as une belle âme. En entendant cela, il ne pouvait que sourire faiblement, percevant la pitié dans chaque mot de réconfort, ressentant une profonde tristesse pour lui-même. Lorsqu'il disait que l'apparence n'est pas importante, c'était parce qu'il ne comprenait pas à quel point la laideur pouvait marquer une existence. Beaucoup de personnes au physique ingrat, au lieu de se morfondre sous les moqueries, redressent la tête, enfilent des tenues éclatantes avec l'espoir de masquer leurs défauts aux yeux du monde. Et pourtant, ils finissent toujours par encaisser, dans la douleur, des humiliations et des injustices que personne ne remarque. Car on leur dit « moche » et en plus, ça veut se faire remarquer, laid et cherche l'attention. Il y en a aussi qui travaillent d'arrache-pied, économisent sou après sou dans l'espoir de réunir assez d'argent pour s'allonger sur la table d'opération d'une clinique esthétique, prêts à endurer des coups de scalpel qui transpercent jusqu'à l'os dans le seul but que les gens cessent enfin de commenter leur apparence. Et alors, on continue de lancer des pics amers. Qu'y a-t-il de si formidable dans la beauté artificielle? Mieux vaut encore être laid naturellement. Il y a aussi beaucoup de femmes qui, même après s'être mariées, ne sont pas épargnées. On jase, on raille, ou bien on s'exclame « Quel homme généreux ce mari-là! Quelle chance, cette femme si laide !» Certains vont même jusqu'à insinuer « Elle a sûrement jeté un sort pour qu'il tombe amoureux, sinon personne ne serait assez idiot pour ça. » Arrêtez-vous si vous avez déjà blessé quelqu'un par vos moqueries ou jugements sur son apparence.
Chacun, dans cette vie, lutte chaque jour pour exister. Alors commencez par bien vivre votre propre vie. Ne rendez pas celle des autres plus difficile. Il existe une frontière fragile entre l'opinion et la discrimination. Faites attention à vos paroles, car vous ne savez jamais à quel point une personne peut se briser à cause d'une simple plaisanterie de votre part. Les enfants qui n'ont pas un physique agréable, en quoi sont-ils coupables? On dit souvent que la laideur est une faute qui ne mène pas en prison, qui ne figure dans aucun texte de loi, mais une faute née du regard collectif, avide de beauté. Ce n'est pas une faute morale, mais une faute qui suscite la pitié. Notre apparence, ce n'est pas nous qui la choisissons. Les enfants au physique ingrat ne sont coupables de rien. La faute revient à la société. La culpabilité est celle de ceux dont l'âme est laide, de ceux qui ne savent que cracher des paroles cruelles. Mais ces enfants-là seraient aussi fautifs s'ils laissaient ces mots amers les définir. Ils seraient fautifs s'ils négligeaient ou détruisaient leur propre corps. Ils seraient fautifs s'ils n'avaient jamais appris à aimer et à accepter leurs imperfections. Qu'est-ce qu'aimer et accepter son propre corps? S'aimer soi-même est une expression désormais familière pour nous. C'est une attitude de vie optimiste, pleine d'amour pour l'existence, portée par des ressentis positifs qui permettent de croire en soi et de se trouver beau tel que l'on est. C'est ainsi qu'est né le mouvement de la positivité corporelle, avec des slogans tels que « Sois en paix avec toi-même ». Ton corps est toujours beau, inconditionnellement, donc tu n'as pas besoin de t'efforcer de changer. Ce mouvement t'encourage à pratiquer des affirmations d'amour de soi, à répéter sans cesse des mantras comme « Je suis beau »,« Je m'aime » ou « J'aime mon corps » jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Mais sans qu'on s'en rende compte, cela crée aussi une pression, celle de devoir absolument être en paix avec soi-même. En réalité, chacun porte en lui des aspects de son corps dont il n'est pas entièrement satisfait. Pourtant, tu ne peux pas te forcer à chercher de l'amour là où il n'existe pas. Peut-on vraiment appeler cela de l'amour-propre? Si tu répètes sans cesse des affirmations positives auxquelles tu ne crois pas, ton esprit finira par les rejeter. Et au bout du compte, tout cela risque d'avoir l'effet inverse et de t'angoisser encore plus à propos de ton corps. Alors, existe-t-il une approche plus pertinente que le mouvement de la positivité corporelle? La réponse est oui. En l'an 2015, le concept de neutralité corporelle a été largement adopté par le grand public. Il s'agit d'une attitude neutre envers son corps, ni vénération, ni détestation. Cette perspective met davantage l'accent sur ce que ton corps peut accomplir plutôt que sur son apparence. Par exemple, tu peux ressentir de la gratitude envers tes jambes parce qu'elles te permettent de tenir debout, tout en continuant à t'entraîner pour les rendre plus fermes. Vouloir un corps plus équilibré, ce n'est pas pour que les autres te trouvent beau, mais parce qu'alors tes gestes seront plus agiles, ton corps plus en forme. Ou bien tu souhaites être un peu plus rond parce que tu sais qu'un corps trop maigre n'a pas assez d'énergie pour faire ce que t'aimes. Ce mouvement met l'accent sur ce que peut apporter une certaine silhouette, plutôt que sur la façon dont elle est perçue par les autres. Autrement dit, cela vise à réduire au maximum la négativité dirigée vers le corps, en nous aidant à ne pas sombrer dans le rejet ni à vouloir le transformer de manière extrême, sans pour autant tomber dans le laisser-aller, mais plutôt à comprendre notre corps. Passer de « je déteste mon corps » à « j'aime mon corps » est un parcours semé de pression et de larmes. Je n'aime toujours pas ses yeux trop petits, cette bouche proéminente, ni ses mains rugueuses. À la place, j'éprouve de la tendresse pour ces parties de moi et je sais ce qu'il y a de mieux à faire pour changer ce qui peut l'être. Il n'existe qu'une seule forme d'égalité dans cette vie, c'est que l'injustice frappe tout le monde. Si tu es beau, tu es chanceux, et si tu ne l'es pas, ce n'est pas de ta faute. J'ai compris que je n'étais pas aussi laid que je le croyais. C'est juste que l'amour que j'avais pour moi-même n'était pas encore assez grand.